de la contre. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au sommaire aujourd'hui, nous reviendrons évidemment sur la disparition de Pascal Sevran, décédé cette semaine des suites d'une longue maladie. L'essentiel de l'infomédia en images et en 5 minutes, c'est notre Média Mix avec dans l'actu une matinale à prendre à RTL. Christophe Ondelat ne rempile pas à la rentrée, il mise tout sur France Télévisions, nous l'avons interviewé. Qui veut gagner des millions spécial célébrité télé, c'était lundi. Est-ce que ça a marché? Réponse dans Plus clair. Les premiers pas télé d'Arnaud Lemaire, le compagnon de Claire Chazal sur Jimmy. Zoom sur l'invité télé de la semaine quand un révolutionnaire va dans l'émission populaire du dimanche. Olivier Besancenot chez Michel Drucker, c'est demain et ça fait débat. Nicolas Sarkozy et son épouse Carla dans leur intimité à l'Élysée. Celui qui a pu obtenir ces photos est aussi le paparazzi le plus célèbre de France. Pascal Rostin est l'invité de Plus clair. Il nous racontera les coulisses de ce shooting. Invité de Plus clair également la chroniqueuse grande gueule de On n'a pas tout dit. À l'heure où l'émission s'arrête, Christine Bravo nous dira ce qu'elle retient de ces années passées aux côtés de Laurent Ruquier et nous parlera aussi de ses projets. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé cette semaine, Thierry Beccaro et Magloire, la Webzone, la télé des voisins et l'Observatoire des séries avec le meilleur de la science-fiction à la télé. Voilà pour le sommaire. Et on commence avec la disparition de Pascal Sevran cette semaine. On vient de l'apprendre à l'instant et cette fois l'information est confirmée à la fois par la famille et par France Télévisions. Pascal Sevran est mort aujourd'hui, il avait 62 ans. Pascal Sevran, l'homme qui incarnait la chanson française à la télé depuis 23 ans, est décédé vendredi. C'est en 1984 sur TF1 que Pascal Sevran trouve son créneau, celui d'une certaine idée de la variété, de la ménagère de plus de 50 ans et du travail bien fait. Il avait compris avant tout le monde, à la fin des années 80 par exemple, qu'une émission de télé c'était une fête. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de suréclairer des plateaux de télé, l'idée de mettre des couleurs pastel qu'on disait un petit peu kitsch à l'époque. Je pense que cette espèce d'abus de couleurs, d'excès de couleurs parfois, c'était de mettre de la vitalité dans la présentation de ce patrimoine. Il fallait que, comme les émissions allaient un peu sentir le passé, il fallait que ça ancre dans quelque chose de vivace, de vivant. Il lance des Patricia Cass, Lara Fabian et autres... Céline Dion. En 2000, France 2 décide de supprimer l'émission. Quelques milliers de lettres de protestation plus tard, la chaîne lui lâche une case dominicale qu'il ne quittera plus, Chanter la vie. Et pour renouveler le genre, Pascal Sevran lance sa Starac à lui, baptisée Entrée d'artiste. Nous étions dans les coulisses. Je me réserve la possibilité, y compris celles et ceux qui vont être retenus ce soir, de vous dégager le jour du tournage si vous n'êtes pas bon. J'ai la prétention que la sélection que je présente de garçons et de filles cette année encore soit meilleure que toutes les autres émissions. J'aurais pas beaucoup de mal, mais enfin bon. Il ne mâchait pas ses mots susceptibles s'abstenir. Bien, chantez votre chanson, mademoiselle. Le papa dit... Ah non, j'ai horreur de cette chanson-là, j'ai horreur de ça. Son fidèle réalisateur, le fameux Tintin, se souvient. C'était pas une version artisanale de la Starac, c'était complètement autre chose. Il voulait retrouver l'esprit du conservatoire où il avait débuté auprès de Mireille. Il voulait retrouver ça, donner aux gens le goût de la chanson, donner aux jeunes le goût de la chanson, leur apprendre ce que c'est. Homme complexe et secret, on l'a vu pleurer une fois seulement dans Le Fabuleux Destin sur une chanson qui lui rappelait son amour perdu. C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais, de dire je t'aime à un Anglais. Un marin du Pas-de-Calais. Mais il arrive certains soirs de dire je t'aime. Ces vérités, il les délivrait chaque année dans son journal intime vendu jusqu'à 100 000 exemplaires. Le public aimait son style littéraire et ses emportements. Jusqu'à 2006 et une colère de trop, maladroite sans doute, sur la famine en Afrique. Cette accusation de racisme l'a profondément affecté, profondément blessé parce qu'elle lui a semblé injuste. Il avait tous les défauts de la terre, Pascal. Il était parfois emporté, parfois réac, on n'était souvent pas d'accord sur plein de choses, mais il n'y avait pas une once de racisme chez cet homme-là. Pascal Sevran avait quitté l'antenne il y a presque un an à cause de son cancer. Ses obsèques auront lieu mardi à Saint-Louis-en-l'Île, à Paris. Vous allez beaucoup me manquer, à me dire partout que je vous aime. Au revoir.
Et maintenant, l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus Clair, c'est le Média Mix préparé par Christelle Rebière et Théodore Bourdeau. C'est parti. Lundi soir, exceptionnellement, TF1 n'a pas eu le dernier mot. Ouh là là là. Jean-Pierre Foucault a eu beau s'entourer de duo people parfois assez improbables. Laetitia Hallyday et Jean d'Ormesson. Il s'est fait doubler par les enquêteurs de FBI. 27,4% des téléspectateurs ont choisi le suspense de France 2. On dirait qu'il sortait d'une laverie. Contre 23,4% à celui de TF1. C'est hyper stressant. Si même les valeurs sûres commencent à flancher. Et je crains le pire. Enfin pas toutes, heureusement. Mardi, rien de tel qu'un bon expert Miami et ça repart pour TF1. Il n'y a plus qu'à tirer sur tout ce qui bouge. 8 100 000 téléspectateurs mardi soir et près de 33% de part d'audience. Les enquêtes de ratio sont plus palpitantes que celles d'Aïda Touiri sur M6. Ça va aller. Avec un léger rebond à 11,5% de part d'audience. C'est incroyable que ça puisse paraître. Le magazine d'M6 décliné depuis 3 semaines à peine en prime time pourrait finir par s'installer. Dans la série, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Lundi, Christophe Ondelat a annoncé qu'il quitterait la matinale d'RTL à la fin de la saison. Pourtant, le 2 février dernier, sur le plateau de Plus Clair... J'ai envie, aujourd'hui, de demeurer l'année prochaine à la matinale de RTL. Alors ? Contrairement à ce que vous pensez, quand on est reçu dans une émission de télé, on ne dit pas toujours ce qu'on a au fond du cœur. On dit pas non plus la vérité de ce qui est en train de se passer dans les tractations qu'on a avec les chaînes. On dit ce qu'on doit dire au moment où on le dit. Ah bon ? Entre-temps, Christophe Ondelat a monté des projets avec France 2, mais en tant que producteur cette fois. On me confie pour l'année prochaine une émission hebdomadaire de plus, en plus de Faites entrer l'accusé, et une série de premières parties de soirée sur France 2. Pendant un an, je ne ferai pas de radio pour pouvoir créer cette société de production, faire réunir ces émissions. Et lorsque tout roulera à nouveau bien, l'année suivante, je referai de la radio et je pense que je le ferai là, dans ce studio. En attendant, RTL va devoir trouver un nouvel homme orchestre pour ses petits matins. Mardi, dans un hôtel branché à Paris, on tournait une émission un peu spéciale, le classement des 100 stars les plus sexy de 2008 pour Jimmy. À la présentation, Arnaud Lemaire, lui là, le compagnon de Claire Chazal. Mannequin dans la vie, c'est la première fois qu'il s'essayait à l'animation d'un programme télé. Je me suis préparé par la non-préparation de l'événement. D'ailleurs, c'est peut-être criant à quelques moments. Bon, c'est vrai, il y a eu quelques petits bugs. Et merci à vous, les caméras. Autre tête connue sur le plateau, le producteur de l'émission Pascal Bataille. Et pour lui, pas de souci, Arnaud Lemaire est l'homme de la situation. Nous amusait plutôt, et lui aussi, de tenter ce pari, sachant que pour lui, c'était pas du tout un enjeu majeur, puisqu'il ne se destine pas à faire une carrière télé, a priori. Le résultat du classement des 100 stars les plus sexy de 2008, c'est sur Jimmy le 25 mai à 20h45. Mais pour qui il aurait voté, Arnaud Lemaire ? Je ne peux voter que pour ma femme, forcément. Donc je vote Claire, et oui. Il y a 3 ans, Daniela Lombroso agaçait prodigieusement Olivier Besancenot en le décrivant comme un Che Guevara caché dans le corps de Michel Drucker. Aujourd'hui, ça ne dérange pas le leader de la LCR d'aller s'asseoir dans le canapé rouge de Vivement Dimanche. C'est demain. Un révolutionnaire chez l'animateur le plus populaire de France, signe des temps ou erreur de com. En tout cas, début de polémique. Karima Mzaoui. Voici en exclusivité pour Plus Clair l'image que vous découvrirez demain après-midi chez Michel Drucker. Olivier Besancenot, leader de la Ligue communiste révolutionnaire, sur le canapé rouge de Vivement Dimanche. D'entrée de jeu, Michel Drucker évoque la polémique autour de cette présence dominicale. Comment expliquez-vous qu'on parle autant de cette émission et qu'on parle autant de votre venue sur ce canapé rouge ? Apparemment, ça a fait polémique au sein de la LCR. Une polémique largement nourrie par Christian Piquet. L'émission de Drucker, toute de qualité soit-elle, ne permet pas d'être le cadre, me semble-t-il, d'un débat politique profond. Il y a des journalistes partout. Il y a des radios, il y a des agences de presse, il y a des photographes dans tous les coins. Et il n'y en a jamais eu autant pour Madonna. Comment vous expliquez ça ? Je sais pas, le fait de nous voir ensemble, ça doit chatouiller certains, j'en sais rien. Quelques minutes avant cet enregistrement, nous-mêmes avions tenté de questionner Olivier Besancenot. Juste une question, s'il vous plaît, pour Plus Clair, Canal+. Juste, qu'est-ce que vous pensez de la polémique autour de votre venue ici aujourd'hui ? Vous seriez pas là sinon. Il faut croire que ces confidences, Olivier Besancenot les réservait à Michel Drucker. En tout cas, d'après certains journalistes politiques, le leader de la LCR est une bête de communication. Je pense qu'il est dans sa logique qu'il applique avec un certain talent, qui est
retourner les armes de la bourgeoisie contre la bourgeoisie. Il sait respecter les codes barres de la société du spectacle. Quand il vient à la télé, il a le bon t-shirt, il a le bon blouson de cuir, il a le jean quand il faut. Enfin, il est le rebelle de service et en même temps, il n'affadit pas son discours. Il a un discours cohérent avec sa ligne, même discours sectaire parfois, mais il est là, il fait le spectacle pour le spectacle. D'autres figures de la gauche contestataire ont eux aussi usé ce canapé rouge de Vivement Dimanche. Robert Rue, Marie-Georges Buffet, José Bové ou encore le plus connu des révolutionnaires de 68, Daniel Cohn-Bendit. L'idée que finalement qu'un révolutionnaire, quelqu'un qui veut changer les choses, doivent se priver d'un outil tel que la télévision est absurde. Pourquoi il serait condamné au tract? Donc l'image du type qui renéote ses tracts dans sa cave, elle est terminée. Avec ce casting, parfois l'émission a réalisé de très bons scores, comme celle-ci avec Arlette Laguillet en novembre 99, avec un pic à 25,1% de part d'audience. Aujourd'hui, c'est même elle qui défend son camarade Besancenot. Je ne veux pas me mêler de la querelle interne de la LCR. Je trouve qu'Olivier Besancenot a raison de profiter du fait que c'est une émission populaire, regardée par plusieurs millions de téléspectateurs et souvent des gens à qui on a envie de s'adresser, nous les révolutionnaires. Mais alors, est-ce Olivier Besancenot qui utilise les médias ou les médias qui utilisent Besancenot? C'est pas à Besancenot qu'il faut demander pourquoi il va chez Drucker, c'est à Drucker qu'il faut demander pourquoi il invite maintenant Besancenot. Pour un communicant, c'est un rêve, l'émission de Drucker. On en sort avec 3 ou 4 points de plus dans sa cote de popularité. En général, si on fait pas de conneries, on les garde pendant 10 ans. Un débat qui ne fait que commencer. Je pense qu'une gauche digne de ce nom devrait être capable d'amorcer une réflexion dans ce pays sur comment on utilise les médias, comment on fait que la démocratie soit revivifiée et qu'elle ne s'abîme pas dans cette espèce de dérive communicationnelle que nous connaissons aujourd'hui. Reste à savoir combien de téléspectateurs regarderont ce Vivement Dimanche un peu révolutionnaire tout de même. Nicolas Sarkozy et sa femme qui posent ensemble à l'Élysée, c'est lui. Joli coup pour le photographe qui signe cette semaine la une d'un grand magazine à l'occasion des 1 an de présidence. Mais qui a donc décroché le scoop? Un paparazzi, mais pas n'importe lequel. Pascal Rostin, l'un des plus célèbres. Comment passe-t-on des images volées au Salon Doré de la République? Pascal Rostin est en exclusivité sur le plateau de Plus Clair. Il va tout nous dire sur ce shooting présidentiel. C'est un reportage exclusif pour Paris Match. On va le citer une fois, comme ça ce sera fait. Ce sera fait. Voilà, séance photo organisée dans le Palais de l'Élysée le 3 mai. Comment ça s'est décidé? Ça s'est décidé d'une façon plutôt simple. C'est un projet qu'Olivier Royan, le directeur de la rédaction, avait depuis pas mal de temps pour les 1 an de l'élection du président Nicolas Sarkozy. On va rappeler votre CV. Vous n'êtes pas photographe officiel de l'Élysée. Non, pas du tout. Vous êtes au départ l'un des paparazzis les plus célèbres du monde. Vous avez signé très prétentieux. Ou de France. C'est très prétentieux. Enfin, vous avez signé des clichés très importants comme celui de François Mitterrand avec Mazarine, par exemple. Pourquoi vous, Pascal Rostin, tout simplement. Avez-vous été choisi pour faire cette série de photos officielles du groupe présidentiel? Je vais vous dire d'une façon tout à fait très simple, c'est que je suis ami avec Carla Bruni depuis plus de 20 ans. Et qu'elle me fait confiance, et que ça fait 20 ans que je la photographie, que ça s'est toujours très très bien passé. Elle a aujourd'hui un rôle à tenir qui est le rôle de la première dame de France, et c'est vrai qu'elle a décidé plutôt de faire du reportage, et lorsque j'ai fait des photos avec elle dans le passé, c'était plutôt des photos de reportage que des photos de mode. Parlons de ces photos justement, des conditions dans lesquelles vous avez fait cette série. On voit Carla Bruni-Sarkozy sur les genoux de son mari. C'est une nouveauté ça pour un président de la République. On n'a pas l'habitude de... C'est vrai que c'est aussi un couple de jeunes mariés, tout simplement. Donc c'est vrai que on évolue, mais je trouve qu'elle le fait avec une telle distinction et élégance que ça passe très très bien. Quand vous en avez parlé tous les deux, puisque vous vous connaissez bien. On n'a pas dit. Non, mais j'imagine que vous en avez discuté tous les deux. Est-ce qu'elle avait une intention particulière? Est-ce que le couple présidentiel avait envie de donner une image naturelle, détendue, amoureuse? Est-ce qu'on vous a donné comme ça une... C'est vraiment elle qui a géré. Il lui fait toute confiance parce que c'est vrai qu'elle connaît quand même la photo très très bien. Elle a posé pendant des années. Et c'est vrai que on n'a pas dit, tiens, on va vous asseoir. Ça me serait même pas venu à l'idée. Mais ça, c'est pas totalement improvisé. Si, totalement. Elle a frappé au bureau. Elle a dit, mon amour, on peut rentrer. On est rentré. Et voilà, on s'est présenté. Bonjour. Et est-ce que vous avez vu des conseillers, puisqu'on sait qu'il est très entouré un président a toujours des conseillers en images. Non, on n'a vu aucun conseiller. Elle m'a fait totalement confiance. Elle n'a pas choisi les photos. Sur ces photos, on peut remarquer quand même quelque chose d'assez étrange. C'est que le président apparaît
assez peu maquillé, voire fatigué. Et la légende pas du tout maquillé. Non. La légende en rajoute. En quelques mois, le visage d'un des plus jeunes présidents de la République française s'est marqué. C'est ce qu'on peut lire à côté de la photo. Montrer un président comme ça, au naturel, avec les signes de fatigue, c'était une volonté de... Non, je peux vous assurer que ça s'est fait vraiment d'une façon tout à fait naturelle. Et c'est ça la différence entre de la communication et du journalisme. Enfin, oui. Non, mais soyons sérieux. Nous, on est journalistes. On est allé avec Elisabeth Chavelet, qui est journaliste, qui est chef du service politique de Paris Match. C'est deux journalistes qui sont venus prendre 15 minutes du temps présidentiel. Mais le président de la République sait ce qu'il fait quand il se laisse photographier dans l'Élysée et se met à être en une d'un grand magazine pour ses 1 an. C'est quand même c'est pas un hasard. Il fait plaisir à son épouse qui a organisé cette séance photo. Est-ce que ça paye plus ou moins qu'une paparazza d'une photo volée, une série comme ça de photos officielles? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais c'est peut-être plus prestigieux. En tous les cas, c'est impressionnant de vous retrouver seul pendant 15 minutes avec le président et sa femme dans le bureau présidentiel. Est-ce qu'elle va être revendue à d'autres journaux, cette photo du couple présidentiel? Est-ce qu'il y a déjà des négociations? Il y a des journaux de la presse internationale qui sont intéressés pour publier ces photos. Donc vous savez, Nicolas Sarkozy est une bénédiction pour les médias et pour la presse. C'est pas ce que vous disiez en septembre 2007 dans l'émission C'est-à-dire sur France 5. Allons-y. Nicolas Sarkozy est un très mauvais client pour nous. Tous ses déplacements sont suivis par des caméramans et des photographes, contrairement à Jacques Chirac et François Mitterrand. Mais là, je parlais... Aujourd'hui, je dis la même chose, je signe dès demain. Je parlais est un très mauvais client pour les paparazzis. Bien sûr, à partir du moment où il a accepté de jouer le jeu de la transparence et d'accepter de recevoir les médias, pourquoi Jacques Chirac était un très bon client? Parce que Claude Chirac verrouillait complètement la communication. Il n'y avait pas d'image du président Chirac. Il y en avait très très peu. Donc du coup, il était un très bon client pour les paparazzis. Mais c'est vrai que le président Sarkozy, évidemment, est beaucoup moins intéressant pour les paparazzis à partir du moment où il accepte de jouer le jeu de la transparence et il accepte d'apparaître dans les magazines. Et même chose pour Carla Bruni-Sarkozy. Pas bonne cliente pour un paparazzi et bonne cliente pour un photographe? C'est une bonne cliente pas pour un photographe, c'est une bonne cliente pour les médias du monde entier. Elle l'a toujours été quand elle était top modèle, quand elle a été chanteuse. Maintenant qu'elle est la première dame de France, évidemment, c'est une cliente qui intéresse les médias du monde entier. Je peux vous assurer que sur son bureau, il y avait 150 demandes d'interview. Carla Bruni-Sarkozy attire les regards de tous les photographes et ça fait un petit bout de temps que ça dure. Au mois de mars, une photo d'elle datant de 1993, réalisée par l'artiste Michel Comte, s'est envolée dans une vente aux enchères à New York. Carla et les photographes, c'est un sujet de Laetitia Krupa. À la une des magazines, on ne voit qu'elle depuis 4 mois. Tout support confondu, on compte déjà plus de 40 couvertures. Alors en plus elle est belle, en plus elle est photogénique, en plus elle sait s'habiller. Alors bon, c'est tout bénéfice. Et d'ailleurs on voit bien que même les magazines politiques essayent de se mettre un peu de Carla au passage parce que ça marche mieux. Oui. Point de vue est le magazine qui a battu le record du nombre de couvertures, 11 depuis le mois de décembre. Et sur les ventes, il existe bien un effet Carla. On est content parce que depuis le début de l'année, on est en augmentation de 6% à peu près sur nos ventes. Donc c'est bien. Mais en France, les photos restent sages et très contrôlées. Rien à voir avec les parutions étrangères comme les magazines espagnols et britanniques DT et GQ qui ont publié des photos de nus prises à l'été 2007 pour Vogue. Quand on a vu ces photos dans un magazine masculin en Espagne d'abord d'été, évidemment on s'est dit mais oui c'est vrai que ces photos on adorerait les avoir en France dans FHM. Mais non, c'est pas possible. Impossible aussi de reprendre le cliché qui a défrayé la chronique le 10 avril dernier. Cette photo de nu, mise aux enchères chez Christie's à New York, est partie pour 91 000 $. Presque tous les tabloïds anglais l'ont publiée. Nous avons contacté Michel Comte, le photographe, qui a été le premier surpris. J'étais même pas au courant que cette photo se trouvait dans une vente. Et ce catalogue de Christie's, je l'avais même pas vu parce que j'étais au Japon. J'étais surpris comme tout le monde quand cette photo se trouvait dans la presse. J'ai appris ça quand j'étais à Tokyo et j'étais vraiment, j'ai dit oh waouh. La photo faisait partie d'un lot d'un collectionneur allemand, mais Michel Comte possède encore des photos originales de l'ex-top modèle. C'est la dernière chose que je ferai, de revendre une autre photo maintenant. C'est une chose qui est faite et je pense qu'il faut laisser les choses comme ils sont. En France, de toute façon, il n'existe plus beaucoup de photos disponibles. On a l'impression qu'il y a quand même depuis sa nouvelle vie une forme d'autocensure, au moins des agences photos, même des photos de défilés, des photos pour les marques, etc. Il y en a pas mal qui ont un peu disparu.
Car l'arme de Carla Bruni, c'est une maîtrise parfaite de sa communication. L'idée, c'était d'abord d'en finir avec tout ce qu'elle trimballait de son passé, c'est-à-dire le glamour, les paillettes, les hommes. Tout ce qui a fait le passé sulfureux de Carla Bruni a été effacé avec 3 séries photos. C'est quand même exceptionnel. C'est génial. C'est bien mieux que Nicolas Sarkozy. Depuis qu'elle est la première dame de France, Carla Bruni a en effet dosé ses exclusivités. Une interview à l'Express, qui a réalisé d'ailleurs son record historique de vente kiosque avec 200 000 exemplaires et 3 reportages, dont le dernier cette semaine pour Paris Match. Quand elle veut du sérieux, un truc un peu didactique, elle prend l'Express. Quand elle veut montrer sa vie quotidienne, le côté j'ouvre les portes de l'Élysée, là, elle choisit Paris Match parce que c'est le plus gros tirage. Tout simplement. Tout simplement. Sur la scène internationale, Carla Bruni est un cas inédit. La preuve, la prochaine actu de la première dame de France, c'est la sortie de son 3e album fin août. Et dans la course à l'exclusivité, il se murmure que Les Inrecuptibles, qui a toujours été un soutien de la chanteuse, seraient bien placés. Vous parliez de relations de confiance et d'amitié avec Carla Bruni-Sarkozy. Ce n'est pas exactement la même chose avec Nicolas Sarkozy. Rappelons, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que vous êtes aussi l'auteur du fameux cliché pris à New York à l'été 2005. Cécilia Sarkozy en escapade à New York avec celui qui est aujourd'hui devenu son mari, Richard Attias. On aurait pu penser que ça vous attirerait la rancune éternelle de Nicolas Sarkozy. Comme quoi, le président n'est pas si rancunier que ce qu'on pouvait imaginer. À l'époque, ça vous a valu un contrôle de l'URSSAF, je crois. C'est ce que vous racontez. Qui s'est très très bien passé. Qui s'est très très bien passé. Et 3 ans plus tard, invitation officielle à l'Élysée. Alors, on aimerait comprendre comment on passe du statut de photographe maudit et détesté de Nicolas Sarkozy à photographe officiel du président Nicolas Sarkozy. Alors, premièrement, je ne suis pas le photographe officiel. Ils sont très amoureux. Le couple présidentiel est très très amoureux. Il fait totalement confiance à son épouse et en 20 ans d'amitié et certaines collaborations, je ne l'ai jamais trahi. Quand elle lui a dit, c'est Pascal Rostin, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est Pascal Rostin qui va faire les photos. On peut imaginer que ce nom lui a dit quelque chose quand même. Certainement. Est-ce qu'aujourd'hui vous demeurez un paparazzi? Passer 4 heures enfermé dans les toilettes de la mairie du 4e arrondissement pour voler la photo d'Eva Longoria et Tony Parker, ça vous excite toujours autant. Mais évidemment, c'est un virus. On est des grands enfants, on a oublié de grandir. Ça n'a pas des. Il y a des limites. Voilà, il y a des limites. Il y a un minimum, il y a de la déontologie, ça peut vous faire sourire, il y a de la morale. Et les limites, vous savez, elles nous sont fixées par les gens que l'on photographie. Dans votre livre, vous disiez, nous prenons garde à ne pas mélanger les genres. Pas question de se lier avec des gens qui seront demain nos sujets de travail, nous demeurons à distance. Quelle distance aujourd'hui vous avez avec le couple présidentiel dont vous dites être ami intime par ailleurs? La distance évidente entre des gens qui se connaissent et qui sont amis depuis 20 ans. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, Carla Bruni, je ne l'ai jamais, durant 20 ans, ni trahi, ni photographié à son insu. Je vous parlais des limites. Donc ça veut dire que les gens que vous photographiez à leur insu, vous ne les aimez pas? Non, c'est pas que je les aime pas, c'est que je les connais pas. Si vous connaissez quelqu'un, c'est évident que vous pouvez pas vous amuser à les trahir. Ça veut dire que vous vous interdisez de traquer des gens, des amis. Évidemment. Donc vous ne traquerez jamais Nicolas Sarkozy et Carla Bruni-Sarkozy en vacances? Je ne vous traquerai jamais maintenant qu'on se connaît. Je sais pas, on n'est pas encore amis. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Plus Clair répondre à nos questions. Je rappelle donc la une de ce grand magazine avec le couple présidentiel et votre livre Scoop, révélation sur les secrets d'actualité que vous avez coécrit avec Bruno Mouron, votre collègue. À suivre, le zapping l'ITV Télé cette semaine, Thierry Beccaro et Magloire. Vous retrouverez aussi l'Observatoire des séries, la télé des voisins, la Webzone et bien sûr notre invitée Christine Bravo, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand 2 personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine. Thierry Beccaro et Magloire, on regarde. C'était quand la dernière fois que tu as ri devant la télé? Devant les têtes à claques, j'adore. C'était quand la dernière fois que tu as pleuré devant la télé? Bénure, j'aime beaucoup les films de gladiateurs. Chante-moi ton générique de télé préféré. Alors là, je vais me servir. Non? Quelle est l'émission à laquelle tu ne participeras jamais? Une mauvaise télé-réalité, un truc où je montrais mes fesses. Si Nicolas Sarkozy présentait une émission de télé, ce serait laquelle?
le téléachat. Et ça, à mon avis, ça partirait comme des petits pains. Quelle est ta marionnette préférée au Guignol? Je reste très très proche de celle de Jacques Chirac, elle me manque. Pour quel produit accepterais-tu de faire de la publicité? Un café? Et quoi d'autre? Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec une personnalité? C'est très vexant. Oh non, Mousse Diouf, ça va. Puis une autre, mais ça me vexe beaucoup. Ce qui porte du rouge à lèvres et des jupes. À part moi, quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF le plus mal habillé? Oh la vache. Laurence. Je t'adore, Laurence, mais je suis pas emballé par tes tenues. Laurence Boccolini, là, dans son émission sur TMC. Quel animateur ou animatrice du PAF tu aimerais embrasser sur la bouche? Ouais, non, mais là, je veux pas d'ennui, les enfants, hein, attention. Hein. Laurence. C'est juste une fois. Laurence Ferrari. Avec quel animateur ou animatrice du PAF tu prendrais une douche? Bon, alors, j'ai déjà embrassé Laurence Ferrari sur la bouche, donc je vais pas l'embêter plus. Avec Sophie Davant, qu'est-ce que tu ne referais pas dans ta carrière? Autant de sourires et de simagrées, on perd du temps. Si tu écris tes mémoires, tu leur donnerais quel titre? Pas la boule noire. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Thierry Beccaro dans Motus. C'est tous les jours de la semaine sur France 2 à 10h45. Il est aussi au théâtre dans Une histoire de père. Magloire, lui, est sur M6 dans Le Morning. C'est tous les matins. Il est aussi sur Fun TV. L'espèce humaine est en danger. Il ne reste que quelques milliers d'hommes errant dans l'espace menacés par les méchants Cylons. Ce pitch, c'est celui de la série que les fans considèrent comme le bijou de la science-fiction à la télévision. Battlestar Galactica, remake de la série des années 70. Elle débarque sur Énergie 12 jeudi prochain. Anatomie d'un succès avec Vincent Calvet. Discutez 2 minutes de série télé avec un fan de science-fiction et très vite il ne vous parlera que de Battlestar Galactica. Cette série apparue en 2005 sur la chaîne américaine Sci-Fi est devenue culte. Parmi ses fans, le réalisateur Quentin Tarantino. Battlestar Galactica, c'est bien sûr le remake de la série du même nom apparue à la fin des années 70. La trame est la même, les derniers humains vivent dans des vaisseaux et sont en guerre contre les Cylons, des robots malveillants. Cylons, on an intercept course. They'll be in weapons range within 2 minutes. Radiological alarm! Mais cette nouvelle version parvient à rendre parfaitement crédible cet univers futuriste. Les accessoires, les costumes ont l'air d'avoir vraiment été utilisés depuis longtemps. Il n'y a pas de couleurs trop voyantes comme dans le cas de la série des années 80. Il n'y a pas de jolis ceinturons dorés et étincelants. Et ils ont filmé les affrontements de l'espace à la manière d'un reportage télé. Combat landings. Ces batailles sont filmées comme si elles étaient captées par un caméraman qui ne savait pas ce qui allait se produire. C'est-à-dire qu'on voit des vaisseaux zigzaguer dans tous les sens et quand une explosion a lieu à la droite du cadre, le caméraman imaginaire recadre pour bien filmer cette explosion-là. En adaptant avec intelligence une ancienne série un peu kitsch, Battlestar Galactica est ainsi devenue la série SF du 21e siècle, une série à découvrir tous les jeudis soirs sur la chaîne Énergie 12. À partir de lundi soir sur Canal+, on pourra suivre la seconde saison de la série Engrenage, une série qui nous dévoile de l'intérieur toutes les facettes d'une enquête policière. C'est quoi ces accusations là? Papier, monsieur, s'il vous plaît. Donc si vous avez des questions à poser, c'est à moi qu'il faut s'adresser. C'est où le patron? Non, c'est mon père. On est allé sur le tournage, c'était en banlieue parisienne. Action! Cette deuxième saison s'est fait attendre puisqu'il s'est écoulé 2 ans et demi depuis la première. On savait qu'ils avaient envie de le faire, donc on se disait bon, et puis au bout d'un moment, on s'est dit ça va plus le faire quoi, parce que là ça prend vraiment du temps, donc ça a dû tomber à l'eau, et puis finalement ils sont revenus. Engrenage a surpris en raison de son regard réaliste sur la machine judiciaire. Il faut dire que la série est documentée. On est très respectueux, on a toujours quelqu'un un conseiller, on a un conseiller par rapport à tout ce qui est police, et un conseiller par rapport au monde juridique. Cet homme dont le visage est dissimulé est un vrai policier. On peut le voir ici mettre son grain de sel lors du tournage d'une scène d'interrogatoire. Il peut pas être cool quoi, il voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Je me suis fait gauler avec 50 grammes. Putain, les mecs sont sur du coup, ils gomment mes conneries, il y a un bins là. Si je peux me permettre. Tu sais, hier j'étais avec les histoires de Villelben. Tous les petits là qu'ils ont interpellés, ils sont tentatives de meurtre, etc.
C'est quoi? Les petits tresses qu'ils étaient en train de siffler dans le cours. Mais oui, c'est différent parce que c'est un mec plus vieux. C'est pas un branleur de cité de 16 ans. Donc, si j'ai bien compris, la drogue est pas à vous. Vous l'avez trouvée par terre et puis vous comptez la ramener au commissariat le plus proche. C'est ça. La série, au final, a plu à certains policiers. J'habite à Saint-Denis, à côté, il y avait un flic en planche qui guettait des mecs, qui m'a reconnu, tu vois, puis qui est sorti de sa bagnole, qui m'a fait un bidon. Puis on a pu en discuter un petit peu, tu vois, c'est rigolo. Si tout se passe bien, on ne devra pas attendre encore 2 ans et demi pour voir la suite. La 3e saison est actuellement en écriture. Tous les jours sur Disney Channel, on peut suivre les aventures d'Hannah Montana, soit le quotidien d'une jeune star de la musique. Cette série, pour les plus jeunes, a fait de Miley Cyrus une ado-star. Mais à seulement 15 ans, la jeune Miley commence à faire parler d'elle pour de mauvaises raisons. Elle est apparue récemment dans des photos plutôt osées pour son âge. Pourquoi tu persistes à lire la presse à scandale? Il y a que des mensonges là-dedans. L'affaire fait beaucoup parler d'elle aux States. Cette semaine, les audiences d'Hannah Montana ont chuté de près de 25%. En tout cas, la jeune Miley est bien partie pour suivre la trace d'une autre ado-star qui avait débuté sa carrière chez Disney, Britney Spears bien sûr. Les créateurs de South Park sont de cet avis. Il y a 2 mois, dans un épisode où Britney Spears était sacrifiée par la communauté de la ville, la jeune Miley était apparue à la fin de l'épisode. Though only 15 years old, is already on her way to being a major superstar. Les problèmes de cet ado ne font sans doute que commencer. Christine Bravo, qu'elle plaise ou qu'elle agace, c'est l'anti-langue de bois du service public. 20 ans qu'elle vit une histoire d'amour parfois mouvementée avec France 2 et cette année en juin, l'émission de Laurent Ruquier dans laquelle elle est chroniqueuse va s'arrêter. Alors que va-t-elle faire? A-t-elle envie de continuer la télévision? Elle est justement sur notre plateau pour en parler. Bienvenue Christine. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Vous êtes donc chroniqueuse, là encore, au jour d'aujourd'hui, chez Laurent Ruquier, dans On n'a pas tout dit, et on le sait maintenant, l'émission va s'arrêter. Je voudrais savoir quand vous l'avez appris et comment. Je l'ai appris il y a 2 mois, mais enfin, vous savez, elle devait déjà s'arrêter l'année dernière. Elle a changé beaucoup de formules. De nom déjà Oui. Et puis nous, c'est le métier de chroniqueur. Moi, quand j'étais journaliste pigiste dans la presse écrite, on écrit une semaine, la semaine d'après on n'écrit pas, on écrit. C'est Laurent Ruquier qui vous l'a dit lui-même en personne? Je sais même plus. Mais c'est pas très important en fait. Pour moi, de toute façon, c'était la dernière année. Vous vous dites, Laurent, c'est la personne la plus importante de ma vie après mes enfants. Donc j'imagine que quand il dit, je m'arrête et on s'arrête, c'est quand même un coup dur. Non, parce que Laurent, il a une obsession, c'est que je me remette à écrire. Et tant que j'ai fait de la télévision, effectivement, le confort de la télévision faisait que j'avais pas besoin d'écrire pour vivre. C'était un confort pour vous? Financier, oui. Ouais. Financier, intellectuel. Vous dites j'étais scandaleusement payée pour ce que je faisais. Évidemment. Enfin, les chroniqueurs à la télévision sont effectivement très bien payés, surtout chez Laurent Ruquier. On n'en est pas encore aux adieux, mais pour le plaisir, je voudrais qu'on regarde quelques images. Christine Bravo chez Laurent Ruquier, à quoi ça ressemble? Extrait. À chaque fois, c'est une surprise. Qui est cette jeune fille? C'est ma fille, vous allez le découvrir tout de suite parce que je sais que Benjamin, vous aimez beaucoup le trash yéyé. Qu'est-ce que c'est le trash yéyé? Le trash yéyé, c'est du yéyé trash. Donc c'est pour ça que je vous présente ma fille Brenda. Brenda, dis bonjour à Benjamin. Bonjour Benjamin. Alors, donc je vous la présente parce que, je sais que vous aimez les filles des mères célèbres. Le bide. Le style, il est très picaresque, il est très imagé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'odeurs et que c'était très sensuel. Pour que je puisse, moi, dire que ça sent la merde à plein nez, enfin, pas votre style, mais je trouve qu'on a vachement de points communs. Vous êtes allé en pension jeune, comme moi. Votre maman rêvait de faire du théâtre. Moi, ma mère rêvait d'écrire. Vous avez fait du théâtre et moi, j'ai écrit. On a plein. Et vous dites, je me suis toujours sentie obligée. Qu'est-ce qui vous fait rire, Pierre? Non, je dis, elle est drôle, toi non plus. On vous voit rigoler, vous poiler, faire l'idiote. On vous voit aussi piquer des coups de gueule. Quel rôle vous préférez? Qu'est-ce qui vous... C'est pas un rôle. Je suis comme ça dans la vie. Oui, non, mais ça vous a laissé des souvenirs forts? Je me suis rendu compte, en tout cas, que quand on n'était pas consensuel, on se faisait détester beaucoup plus.
C'est très bizarre d'ailleurs en France, il faut être Claire Chazal, voilà. Et alors là, effectivement, vous n'avez que des compliments. Mais vous parlez des confrères de la presse télévisuelle, oui, par exemple, ou des téléspectateurs? Des deux. Mais ce qui est bien, c'est que même ceux que j'agace, je pense qu'en télévision, même le pouvoir répulsif est un pouvoir attractif. C'est-à-dire, ils me regardent pour me détester encore plus. Suivre Laurent Ruquier, puisque c'est une amitié comme ça, à la vie, à la mort. Le samedi soir, par exemple, dans son émission On n'est pas couché, non? Pas Pourquoi? D'abord parce qu'il a pas besoin de moi. Il a des chroniqueurs qui sont brillants. Et puis c'est long, le tournage de son émission du samedi soir. Je vous dis, je suis très paresseuse, j'ai 50 balais, j'ai envie de me reposer un peu. La productrice Catherine Barma, elle a proposé de reprendre cette fameuse case de l'Access Prime Time en semaine, avec la case de Laurent Ruquier, avec Jean-Marc Morandini aux commandes. Est-ce que ça vous a tenté de la suivre? Pas en quotidienne. Non. Je trouve que ça, c'est vraiment typiquement une émission où il faut être célibataire, il faut pas avoir d'enfants, il faut être très 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 disponible, comme l'est Laurent. Mais c'est pas un métier pour une femme qui doit s'occuper d'une ado. Non. C'est très contraignant, une quotidienne. Ça, d'abord, j'avais déjà refusé à TF1 bien avant, il y a à peu près 5 ou 6 ans, on m'avait déjà proposé ça à TF1. Et là, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Donc, vous voyez que c'est pas l'appétit de l'argent qui me maintient dans les cadres. Puisque vous savez depuis un mois donc que l'émission va s'arrêter, est-ce que vous avez eu des discussions à France 2, des propositions à leur faire? Parce que vous avez toujours plein d'idées dans vos cartons. Non, c'est-à-dire que j'avais donné quelques idées à France 2 et lesquelles, par exemple? J'avais donné une idée d'un dîner, par exemple, à la maison où on reçoit des gens et où on donnerait des notes, par exemple. Alors, j'avais pas la notion de la note. Et on m'a dit non, ça marchera jamais la cuisine, les gens qui se reçoivent les uns chez les autres. Et là, je vois avec un bonheur M6 faire un carton avant l'Access Prime Time. Un dîner presque parfait. Je suis complètement accro. Alors c'est vrai, c'est un concept américain ou anglais, je sais pas quoi. C'est parfait, ça fait appel à tous les mauvais sentiments de la nature humaine. Tiens, le mec est jamais content, qui râle. Alors j'avais comme ça des projets. Vous êtes pas tendre avec France 2. Pourtant ça fait 20 ans que je suis très tendre avec France 2. Je dis simplement que les directions ayant quand même changé successivement à des allures, personne n'a eu le temps d'installer. Et vous dites que sur les idées vous avez un train d'avance et qu'ils ont un train de retard, si je vous suis bien. Écoutez, en tout cas, ils ont, eux, pensé que ça ne ferait pas d'audience. Et ils auraient dû vous écouter. Je ne sais pas. Est-ce qu'on en aurait fait sur France 2? Moi, je suis pas devin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes qui vous écoutent alors, en ce moment? Non mais d'abord, moi je veux changer de vie, je veux arrêter la télévision. Enfin même quand vous changez de vie, vous faites quand même de la télévision, Christine Bravo. Oui, parce que, non mais ça dépend. Là, je monte une entreprise, j'ai besoin d'argent. Ça s'appelle bravohollywood.com, voilà. C'est de la layette. Alors voilà, j'en parle, je vais vous dire pourquoi. Parce que, effectivement, je veux me lancer là-dedans, faire du commerce équitable et du cadeau de naissance pour les bébés, pour arrêter la télé, pour parler de cette jeune entreprise. Ce site internet. Je vais dans des émissions. Donc on me voit. Et là, on m'appelle en me disant... Refais de la télé. Oui, sauf France 2. Tout le monde m'appelle, sauf France 2. Donc commençons par... Alors je me dis, est-ce que... Non mais moi j'en sais rien, en plus je m'en fous. En plus, moi, je ne vais pas voir les gens. Jamais. Bon, je ne l'ai jamais fait. Les chaînes privées, par exemple. Parce que vous avez toujours été dans le service public. Parlons des chaînes privées. Les chaînes privées... TF1. Les chaînes privées, écoutez, rien n'est finalisé. Je sais que, en tout cas, je suis en train d'écrire une fiction qui intéresse TF1. Voilà. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est une fiction. Et c'est moi qui écris. Et ça, c'est un truc à mourir de rire. C'est récurrent. Et c'est une profession à laquelle personne n'a pensé. Dans les personnages récurrents. Tiens, je l'ai jamais dit. Eh ben, je vais peut-être vous le dire. Ils ont fait les avocats. Non, mais ça va se faire. Ils ont fait les avocats, ils ont fait les médecins, ils ont fait les juges, les instits. Allez-y. Alors, quelle profession n'a pas été faite et qui se ferait un malheur? Je sais pas. Avec actrice des personnes... porno. Actrice porno? Non. Je sais pas. J'essaye un truc Alors, une profession, les vétérinaires. Voilà. Ah, vous avez ça en commun, l'amour des bêtes avec Christophe de Chavannes. Et je fais donc un truc qui s'appelle Urgence Veto et c'est à tomber par terre. Bon, on a le titre, on a le thème, on attend la signature. On vous a vu, en parlant de Christophe de Chavannes, on vous a vu sur des prime time, sur TF1 en tant qu'invité. On vous a vu chez Arthur aussi. J'ai jamais été autant de ma vie sur TF1 que ces 2 derniers mois-là. Ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire peut-être qu'on va vous réinviter de plus en plus souvent. C'est possible.
et voire de manière régulière et récurrente. C'est possible. Rien n'est exclu. Je dois dire que j'ai une grande complicité avec Christophe de Chavannes. Vous allez travailler avec lui à la rentrée ? Je ne sais pas. C'est en discussion, je ne sais pas. Je regarde là, avec son air angélique, là. Elle me fait marrer. On n'en est pas au stade des discussions. On se pose des questions. C'est-à-dire, j'ai fait 3 prime time de suite sur TF1. 3 fois, on a battu France 2. Moi, j'étais désolée, personnellement. En audience. Ouais. Moi, j'étais désolée de battre France 2, parce que France 2, c'est ma chaîne, vraiment. C'est vous, c'est l'effet bravo, c'est sûr, mais c'est certain. Mais moi, je ne peux pas y croire une seconde. Sauf que, on se dit, tiens, ça a donné des idées à TF1. Ça donne des idées, pas qu'à TF1. À Christophe de Chavannes. Demandez-lui, pourquoi vous ne l'invitez pas pour lui demander ? Parce qu'il est déjà venu et que là, c'est vous qui êtes en face de moi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'entend bien. Et comme quoi, il y a 20 ans, ça s'est mal passé entre nous, parce que j'avais claqué la porte au bout de 2 mois de Ciel Montmardi. Il a fait son chemin de son côté, j'ai fait le mien, on a fait nos petites traversées du désert respectives. On s'est retrouvés, mais avec un degré de complicité. Donc écoutez, la télévision serait bien bête de s'en passer. De passer à côté de ça. À côté de ce qui se passe entre nous quand on est à l'antenne en direct. Maintenant, on n'a rien décidé. Merci beaucoup, Christine Bravo. Merci à vous. D'être très agréable. Venue sur le plateau de Plus Clair. On va passer à notre télé des voisins. On l'appelle Bojo, Bowser, Bozza, un surnom de clown pour le nouveau maire de Londres, élu la semaine dernière. Pas étonnant quand on connaît l'itinéraire de ce politique excentrique, ex-journaliste, chroniqueur télé. Boris Johnson doit sa réputation à ses nombreuses apparitions à la BBC. Et les Britanniques n'ont pas oublié. Best-of avec Vincent Calvet et Julien Ducast. La ville de Londres a un nouveau visage. Depuis le 1er mai, Boris Johnson est le maire de la capitale anglaise et au départ, ce n'était pas gagné pour ce conservateur. Beaucoup le prenaient pour un plaisantin. What do you say to voters who say, not sure, is he competent enough to run this building behind us? What do you say to them? I am deadly serious about administering this city far better than it's currently being run. Pourtant, son surnom, c'est Boris le clown. I have 4 children and a big house in Islington. There you go, which is worth shitloads of money. Et oui, Boris Johnson est d'abord connu et reconnu pour son sens de l'humour, normal. Et cet ancien journaliste de presse écrite a longtemps fait rire l'Angleterre à la télévision. Plusieurs fois, il travaillait comme présentateur pour une émission qui s'appelle Have I Got News for You. C'est une émission très satirique en Angleterre. Boris Johnson, prestigieux chroniqueur d'un show historique de la BBC où l'art de mélanger politique et télé, au risque de brouiller les pistes. I was going to ask you, are you a part-time editor or part-time MP? Well, I have a very good question. I'm very glad you asked that question. Le style Johnson, c'est d'abord une faculté de se moquer de tout. Miss World said, I'm thrilled and delighted. Now I'm looking forward to a year of excitement, travel, and working for various charities. You've won it, baby. You don't have to say that anymore. You can go and spend it on shoes. Même son propre parti y passe. The 27-mile motorway was originally proposed by Margaret Thatcher's government in 1980. So there you are, you see, it was our idea. Mais sa carrière de journaliste a connu quelques ratés. En 1987, il falsifie une citation. Résultat, il est viré du prestigieux quotidien Le Times. Et Boris Johnson n'hésite pas à faire tout et n'importe quoi à la télé. Jouer au pilote d'essai dans la version british d'Automoto, ça ne lui fait pas peur. Au début de sa campagne, Boris Johnson a été victime d'un happening tout à fait sérieux. He'd be a disaster for London. We need someone serious instead of this clown. London deserves better! London deserves better! Malgré ses clowns réfractaires, il a su séduire la majorité des Londoniens. That's my last leaflet. Great. Et maintenant, Monsieur Johnson doit se montrer à la hauteur de ses nouvelles responsabilités. Absolutely, Et si les vidéos virales qui circulent sur le web étaient toutes de faux films d'amateurs? Et si les vidéos virales idiotes, parodiques, loufoques, téléchargées des millions de fois, étaient des images fabriquées par une société de production tentaculaire? C'est l'idée de Viralcom, une web-série qui vient d'être lancée il y a quelques semaines. Et au bout du 5e épisode, évidemment, c'est un carton. Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone? Toutes ces images, vous les avez sûrement déjà vues sur le net. Ces vidéos dites virales et mises en ligne par des anonymes ont été visionnées par des millions d'internautes. La web-série Viralcom part d'une idée toute simple. Et si tous ces clips étaient produits par un studio fictif? Des vidéos bidons donc, mais fabriquées par des professionnels.
Cut! Boom, boom. You don't get featured on the front page of YouTube without a professional crew that is experienced and ready for work. Chaque semaine, un nouvel épisode de 5 minutes présente les coulisses de cette équipe de production pas très sérieuse. Ici, en plein tournage d'un remake d'un standard de la vidéo virale, celle du petit chat trop mignon qui fait mumuse. All right, hold on. Cut. You're supposed to be a cat, right? A cute little kitten. And you're rolling around like a wounded gorilla. Do you want to just do it again from the top? What are you, talking? Look, cats don't talk, okay? Cats play. Derrière la série Viralcom se cache un duo comique qui sévit sur le net depuis 2006, Joey et David, déjà auteurs de plusieurs vidéos à succès comme celle-ci intitulée 14 jours dans ma voiture et visionnée plus de 800 000 fois. Hi, I'm Joey from joeyanddavid.com. David's behind the camera. Say hi, David. Hey guys. Et là où le serpent se mord la queue, c'est que pour produire les aventures de ce studio déjanté, Joey et David ont reçu l'aide financière de la branche internet de Warner Bros, un des plus gros studios américains, bien réel celui-ci. Yeah, it's incredible. À part ça, dans la webzone, devenir producteur télé grâce au net, c'est possible avec Bonaf Project. Lancé il y a 2 semaines par un producteur et réalisateur de 31 ans, le site joue le rôle d'interface entre vos idées de programme et les chaînes susceptibles de les diffuser. L'internaute peut vraiment envoyer tous les types de projets, c'est-à-dire documentaires, jeux, télé-réalité, magazines. Toute l'équipe de Bonaf Project développe avec l'internaute. Si on arrive à le vendre au diffuseur, vous avez des droits d'auteur, vraiment comme tout auteur qui rencontre un producteur. En 15 jours, Serge Bonafou dit avoir reçu plus de 200 projets à proposer aux chaînes. De là à devenir le futur Koei, on demande à voir. Enfin dans la webzone, et si les héros de dessins animés étaient de vraies personnes? Sur son blog, Pixelou, un petit génie de l'informatique américain a décidé de relever le challenge et de transformer les dessins en humains. Ici, la sublime Jessica du film Roger Rabbit hérite des yeux, du nez et de la bouche d'Angelina Jolie grâce à un logiciel de retouche image. Après plus de 10 heures de travail, voilà ce que ça donne. Beaucoup moins glamour, Homer Simpson et le héros de jeux vidéo Mario prennent un sacré coup de vieux avec le passage à la réalité. Finalement, on les préfère vraiment en dessin. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr à samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.